preuves irréfutables de l'agression, impérialiste des forces de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient contre l'Afrique. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est que si on imaginait l'inverse, on se rendrait immédiatement compte de l'immensité et de la gravité de ce que font les journalistes d'État français. Projetons-nous rétrospectivement dans l'histoire. J'étais ici en France, comme beaucoup d'autres citoyens français d'origine ou d'adoption, un certain 13 novembre 2015, lorsque les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont été créés par les renseignements généraux occidentaux entre les années 80 et les années 2000, ont attaqué la ville de Paris et une salle de spectacle dans laquelle d'honnêtes et paisibles citoyens bénéficiaient de concerts musicaux. La célèbre salle du Bataclan. Plus de 100 personnes furent assassinées cette nuit-là, dans un carnage sans nom, perpétré par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Le choc de cet attentat terroriste retentit jusqu'aujourd'hui dans la conscience du peuple français. Car ce jour-là au Bataclan, les terroristes ne firent pas de choix. Ils tirèrent sur le tas, tuant des Françaises, des Français, de toutes les souches et de toutes les origines, tuant des étrangers de toutes les souches et de toutes les origines, qui avaient uniquement eu le malheur d'avoir, la même passion pour la musique, exposée dans cette belle salle de spectacle du Bataclan. Si vous pouviez relire les accents et les trémolos, si vous pouviez relire l'émotion sacrée qui s'emparèrent alors de la France, blessée et frappée dans sa capitale par cet attentat terroriste abject, vous pourriez comprendre que personne en France, que ce soit le peuple français ou le gouvernement français, n'aurait accepté que dans un pays africain, il y a un média d'État qui est sous le contrôle de la diplomatie de ce pays africain, un média d'État qui vante les prouesses des terroristes qui ont assassiné au Bataclan. Imaginez que le 14 novembre 2015, c'est-à-dire le samedi, les médias d'État du Mali, ORTM, du Burkina Faso, RTB, du Cameroun, CRTV, ou du Gabon, RTG, ou, je ne sais pas, du Sénégal, RTS. Imaginez que ces médias d'État invitent leurs journalistes spécialistes de la France pour décrire Paris comme étant en passe d'être occupé, encerclé, ceinturé par les terroristes, et indiquer que les terroristes qui ont frappé le Bataclan sont en train de chercher un accord avec un certain nombre de forces politiques françaises pour gouverner Paris. Imaginez qu'un journaliste de l'ORTM, parce que Wassim Nasr, il a le statut que peut avoir au Mali un journaliste de l'ORTM. Imaginez qu'un journaliste de la CRTV, un journaliste de la RTB, bref, un journaliste d'État, se présente à la télévision et essaye d'expliquer au public africain et mondial que ceux qui ont tué plus de 130 Français le 13 novembre 2015 sont à la recherche d'alliés à l'intérieur du peuple français pour pouvoir gouverner la capitale française, à savoir, Paris. Et que ce n'est pas impossible et que tout cela évolue très bien dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mettre fin au régime à l'époque de François Hollande, considéré comme devenu impopulaire, illégitime et méritant d'être renversé. Bref, imaginez que le 14 novembre 2015, la presse d'État, je ne parle même pas de la presse privée, africaine, ait décidé de mener une campagne pour expliquer la toute-puissance des terroristes qui ont frappé la France parce qu'ils ont réussi à tuer plus de 130 personnes, dont de nombreux Français, en pleine capitale de la République française. Est-ce que vous imaginez cela? Si vous pouvez vous imaginer cela, imaginez maintenant l'horreur, imaginez le choc, le scandale que ressentiraient les populations françaises.
Imaginez la réaction terrible qu'aurait le gouvernement français de se rendre compte que une presse d'État, des presses d'État de pays africains se réjouissent à demi-mot, parfois même à mots ouverts, comme le fait Wassim Nasr et France 24, eh bien, du malheur qui a frappé la France. Est-ce que vous savez ce que firent pratiquement une quinzaine de chefs d'État africains après le terrible attentat terroriste du 13 novembre 2015? Est-ce que vous savez ce qu'ils firent? Alors que l'Afrique est victime d'un plus grand nombre d'attentats terroristes depuis plusieurs années que la France, et que dans aucun pays africain, les dirigeants occidentaux, européens, américains ne se sont déplacés en grappe, en groupe, en troupes, pour venir pleurer les millions de morts du terrorisme. Des dizaines de dirigeants africains se précipitèrent à Paris pour se tenir coude à coude avec François Hollande et pleurer à chaudes larmes, comme Bokassa pleurait de Gaulle, eh bien, les morts du terrorisme à Paris. De prime abord, on ne pourrait que louer la célèbre générosité africaine, la solidarité africaine, la compassion dont firent preuve les dirigeants africains après les attentats affreux, absolument abjects du Bataclan. La grande question est, depuis que l'Afrique subit pire que ce que la France a subi, depuis que l'Afrique subit pire que ce que toute l'Europe a subi en termes d'attaques terroristes, avez-vous noté un seul pays africain, une seule capitale africaine qui a reçu afflux de dirigeants occidentaux venus marquer leur compassion? Est-ce que vous savez pourquoi les dirigeants occidentaux ne sont jamais venus, comme les dirigeants africains, eux, l'ont fait, marquer leur compassion pour les victimes du terrorisme? Mais parce que les dirigeants occidentaux sont beaucoup plus conséquents que les dirigeants africains. Alors, pourquoi sont-ils beaucoup plus conséquents? Ils ne vont quand même pas pousser le bouchon jusqu'à venir faire semblant de pleurer les victimes du terrorisme qu'ils ont implanté. En effet, les deux principales organisations terroristes qui attaquent l'Afrique, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique, ont été créées par les renseignements généraux occidentaux, notamment américains. Ça, c'est une information officielle. Al-Qaïda, créé dans les années 80 par les services américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et quant à l'État islamique, eh bien, créé dans les années 2000 par l'administration américaine Obama-Clinton pour déstabiliser l'Irak, la Syrie, le Moyen-Orient en général, l'Afrique du Nord, le Sahel et plus largement tout le continent africain. Ça, c'est la donnée scientifique. Vous comprenez donc pourquoi Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, François Hollande et tout ce monde ne pouvait pas se déplacer. Les dirigeants européens ne voyaient aucune nécessité de se déplacer en masse pour venir pleurer les morts du terrorisme en Afrique, puisqu'ils savent que les organisations terroristes sont bel et bien parrainées par les puissances occidentales, c'est-à-dire par eux-mêmes. En effet, citons le président Emmanuel Macron dans une interview accordée à la presse française du Figaro au mois de juin 2017. Citation de mémoire. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Je recommence la citation de Macron. Dans Le Figaro, du mois de juin 2017, et vous trouverez cette citation dans le livre de référence, le livre phare de cette année, que toutes les Africaines et tous les Africains doivent se procurer. Donc, tous les Africains et tous les Africains doivent se procurer l'impérial terrorisme. Je recommence la citation. Emmanuel Macron parle. Il est fraîchement élu président de la République française à l'époque. Il a encore une certaine mémoire des faits. Et il dit, nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Emmanuel Macron, dans cette interview, va plus loin et dit que la France a une dette de sang envers la Libye. Que la France est coupable d'avoir versé le sang africain, le sang libyen, et qu'il va falloir qu'elle paye. Ainsi parlait Macron, quand il avait encore toute sa tête. Oui! Donc, à partir du moment où les dirigeants occidentaux savent que les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont en réalité leurs mercenaires, pourquoi voulez-vous qu'ils poussent le bouchon jusqu'à venir en Afrique faire semblant de pleurer les morts du terrorisme
qu'ils ont facilité. Qui a détruit la Libye? Qui a déstabilisé le Sahel? Qui déstabilise l'Afrique depuis plus de 600 ans? C'est l'Occident et ses alliés du Moyen-Orient avec leurs valets africains. C'est une thèse scientifiquement incontestable. Et pour ce qui est de la déstabilisation la plus récente du Sahel, tout le monde sait que c'est l'OTAN, avec ces deux organisations terroristes de mercenaires, Al-Qaïda et l'État islamique, qui en saccageant la Libye, a provoqué une déflagration dans le Sahel. Faut-il rappeler une conversation du mois de mai, le 27 mai 2011, entre l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, il est toujours vivant. Je suggère aux journalistes à Niamey d'aller voir le président Issoufou et de l'interroger uniquement sur la séquence de 2010-2011, pour qu'il rafraîchisse la mémoire aux Africains et qu'ils disent maintenant qu'il est débarrassé du poids du pouvoir, qu'ils disent la vérité. Toute la vérité aux Africains. Posez-lui la question, pourquoi dit-il à Barack Hussein Obama, Mr. President, ça se passait à Deauville, c'est à 100 km de ma position actuelle. Mr. President, please don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président Obama, pardon. N'attaquez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. La réponse est célèbre, faite par Obama Barack Hussein, le traître, l'ennemi, sorti pourtant des entrailles des Africains, contre les Africains. Le plus grand assassin d'Africains du XXIe siècle, c'est Obama Barack. Barack Obama répond, we will finish the job. No, we will finish the job. Nous irons jusqu'au bout. Maintenant, il dit que c'était la plus grande erreur qu'il ait commise, c'est de ne pas assurer le service après-vente de la destruction de la Libye. De quel droit a-t-il détruit la Libye? Qui est Obama pour se lever avec son armée et venir détruire un pays entier? Donc, si les dirigeants occidentaux et leurs journalistes ne font pas preuve de compassion envers les Africains, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont responsables des groupes terroristes. Pour ne pas décourager donc leurs mercenaires qui sont sur le terrain pour tuer notre peuple, ils ne peuvent pas pousser le bouchon jusqu'à venir pleurer les morts dont ils sont coupables. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le mardi 4 novembre sur la Terre. Alors, revenons au Mali. Le Mali où désormais, je passe 1 mois sur 3 dans l'année. Puisque le président de la République, le gouvernement du Mali, m'ont permis de fonder l'Institut de l'Afrique des Libertés, dont le siège est donc à Bamako, et où j'anime les travaux de l'équipe de chercheurs qui soutient les politiques d'émancipation des peuples africains. De facto, depuis notamment le mois d'août, je passe 1 mois sur 3 au Mali. Mais attention, je connais le Mali depuis 2012, comme professeur invité de philosophie à l'Université catholique du Mali. C'est un pays qui m'est profondément connu. C'est d'ailleurs, de tous les pays africains, celui que j'ai visité pendant le plus long nombre d'années, de manière cumulative, le plus long nombre d'années, le Mali. De quoi le Mali est-il victime? J'ai déjà rappelé que le Mali est victime d'un traitement vengeur, d'une méchanceté spéciale. Pourquoi? Il faut que tout le monde sache pourquoi les gens se concentrent contre le Mali. J'ai déjà donné 5 raisons. Je les rappelle à tout le monde, parce que les gens oublient pourquoi on attaque le Mali. La première raison pour laquelle on attaque le Mali, elle, c'est une raison géopolitique, géostratégique. Sous le président Amadou Toumani Touré, les autorités américaines d'alors ont souhaité installer sur le sol du Mali la base du commandement militaire de l'OTAN et des États-Unis pour toute l'Afrique, ce qu'on appelle AFRICOM. Le Mali, sous le président général d'armée, Amadou Toumani Touré, a dit non. Depuis ce jour-là, le nom du Mali a été écrit sur une liste rouge par la plus grande puissance occidentale, les États-Unis d'Amérique. Vous écrivez 1. Le Mali a refusé d'être la base du commandement de l'OTAN, la base du commandement militaire américain pour la recolonisation de l'Afrique. Vous notez ça, raison 1. La deuxième raison pour laquelle on en veut spécialement au Mali, c'est qu'il est le pionnier du délogement des troupes néocolonialistes françaises sur le sol africain en ce XXIe siècle. Écrivez.
pionniers du délogement des troupes néocolonialistes françaises. Je vous ai souvent cité ici le sénateur Christian Cambon, président de la commission de la défense au Sénat français, qui a dit « Le Mali va payer cher le fait de s'être séparé brutalement des troupes françaises. » Je rappelle que les Maliens n'ont pas tiré une balle sur un soldat français. Ils n'ont pas tué un seul soldat français. Eux qui sont morts par centaines de milliers pour la libération de la France du nazisme, ils ont simplement demandé à l'armée française de rentrer chez elle. C'est ce que le sénateur Cambon appelle, Christian Cambon appelle cela la brutalité. À partir du moment où le Mali a posé cet acte, des Africains qui doutaient de leur capacité à déloger l'armée française ont pris confiance. Et il y a eu donc un enchaînement de délogement des troupes néocolonialistes françaises. Cet enchaînement s'est poursuivi aussitôt au Burkina Faso, il s'est poursuivi au Tchad, il s'est poursuivi au Niger, il s'est poursuivi au Tchad. Et il est en train de se poursuivre bon an, mal an, même dans les pays où l'armée française s'est réhabillée en civil, s'est redéguisée en organisation humanitaire, s'est redéguisée en compagnie de sécurité privée. Même dans ces pays-là, c'est-à-dire le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays qui n'assument pas clairement une stratégie de délogement sec, même le Togo, dans tous ces pays-là, l'armée française est obligée de faire profil bas. Dans la tête des géostratèges néocolonialistes français, à qui est-ce la faute? Réponse, au Mali. C'est le nom du Mali qui revient dans leur tête quand ils sont réveillés. C'est le nom du Mali qui vient dans leur tête quand ils dorment. Parce que c'est le Mali qui a montré qu'il était possible de se débarrasser de l'occupation militaire française au XXIe siècle. Aya Sebe, écrivez. Notez les raisons, ne demandez plus pourquoi on attaque le Mali. Je viens de vous donner deux. Je continue. La troisième raison pour laquelle on attaque le Mali. On attaque le Mali parce que le Mali est la capitale de la charte de la plus grande organisation patriotique panafricaine progressiste révolutionnaire, l'Alliance des États du Sahel. Les présidents Abdourahmane Tchani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont accordé à leur frère, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, la responsabilité sacrée et historique de garder dans la ville de Bamako, qui est la ville des grandes mobilisations historiques africaines depuis plusieurs décennies, la charte sacrée de l'AES. La charte. Vous savez, la charte, c'est un document qui a la valeur de la loi fondamentale. La charte, c'est le document en quelque sorte le plus mystique et le plus magique d'une organisation politique. Celui qui détient la charte est celui en qui tous mettent leur confiance. Il est la garantie, il est un pilier essentiel de l'organisation. Le Mali est le détenteur de la charte. Or, l'Alliance des États du Sahel est dans un processus de souveraineté, de liberté de choix stratégique et de défense des intérêts vitaux africains. Elle est guidée par la trilogie issue de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire. Par conséquent, frapper le Mali, c'est frapper l'AES au cœur. Frapper le Mali, c'est frapper l'AES au cerveau. Frapper le Mali, c'est frapper toute l'AES et par là frapper tous les Africains épris de souveraineté, de prospérité, de dignité, de liberté, c'est les frapper. Voilà pourquoi on se concentre sur le Mali. On sait qu'en se concentrant sur le Mali, on va atteindre le Burkina, on va atteindre le Niger et globalement on va démoraliser tous les Africains en lutte. Vous comprenez? Ça c'est la troisième raison. La troisième raison pour laquelle il se concentre sur le Mali. On continue. Il y a une quatrième raison. Notez les raisons. Notez bien. La quatrième raison pour laquelle on s'acharne contre le Mali, c'est que c'est le Mali qui a initié le changement de la doctrine de la lutte antiterroriste au XXIe siècle en Afrique. Pendant la première partie du XXIe siècle, les pays africains confrontés au terrorisme ont accepté le narratif mensonger de l'Occident, qui disait qu'ils étaient attaqués par des extrémistes religieux appelés djihadistes, qui voudraient imposer une certaine version de l'islam aux Africains.
Ça, c'était la doctrine officielle imposée par l'OTAN, imposée par l'Union européenne, imposée par les néocolonialistes français à travers leurs médias. Comme ce qu'il faut retenir. Tout le monde devait dire, on est attaqué par des djihadistes. On est attaqué par des djihadistes. Ce sont des radicaux, des fondamentalistes qui veulent installer un califat mondial, qui veulent nous imposer une version radicale de l'islam à laquelle nous n'étions pas habitués. C'est un problème religieux. Oh là là, cette religion, l'islam, vraiment on en a marre. C'était ça la thèse. Et la foutaise qu'ils ont mise dans la tête, dans le crâne de millions d'Africains pendant plusieurs années. À partir d'une analyse et d'une compréhension scientifique de la nature réelle de l'agression contre l'Afrique, qui n'a rien à voir avec la religion. À partir d'une démystification du concept de djihadisme. Les autorités maliennes sont celles qui ont ouvert le chemin vers une politique de la vérité dans la lutte antiterroriste. Elles ont compris que nous n'étions pas attaqués en Afrique par de soi-disant djihadistes. Ce n'est pas une affaire musulmane. Ce n'est pas une affaire de religion. Le mot djihadiste a été utilisé comme un voile. Il a été utilisé comme un cache-sexe, un masque, pour ne pas permettre aux Africains de comprendre tous et chacun que c'était les mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental qui nous attaquaient. Une fois que les autorités maliennes révolutionnaires ont documenté la véritable origine d'Al-Qaïda dans les services occidentaux, la véritable origine de l'État dit islamique dans les services occidentaux. Ils ont compris que nous avions donc affaire à une guerre de recolonisation pour le contrôle de nos matières premières. Or, bauxite, manganèse, diamant, uranium, il s'agissait de nous fragiliser pour continuer à nous piller. Une fois que cela a été clair, le Mali est donc le premier pays, c'est cela la quatrième raison, à avoir changé la doctrine de la lutte antiterroriste. Le Mali a dit à partir de maintenant, on ne combattra plus jamais les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui les ont créés et qui les arment et qui les financent et qui les médiatisent. On ne va plus jamais s'appuyer. Nous allons chercher des alliances avec les puissances qui n'arment pas, qui ne financent pas, qui ne médiatisent pas, qui ne soutiennent pas les groupes terroristes. C'est tout. À partir de maintenant, les groupes terroristes et leurs parrains, ils sont en face. Nous, notre peuple, notre armée, on est en face. Et puis on va se peser sur le terrain. On va se peser. C'est le Mali qui a initié la doctrine de la libération totale et radicale de l'Afrique contemporaine. Aya Sebe, Tilana Yomi. Vous devez savoir pourquoi on s'acharne contre le Mali. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.